réfléchir ensemble sur comment valoriser les ciels de notre région. Hein. Vous savez que nous sommes à la porte du désert et on a un beau ciel. Hein. Et on va essayer de regarder ce ciel de ce Massadara, qu'est-ce qu'on peut faire avec comme une opportunité pour la région. Alors donc, astrotourisme en découvrant le ciel du Maroc. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes à la porte du désert et on a un beau ciel. En plus de la mer, du soleil et tout ça, on a un beau ciel ici. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de 3 axes pour valoriser ce ciel. Hein. On va essayer de trouver comment drainer le tourisme, un astrotourisme dans notre région. Alors, donc, notre, si vous voulez, communication, ou la petite formation, elle va être articulée sur l'astrotourisme et un tourisme éducatif et culturel. Vous savez, au Maroc, on s'est connu par le tourisme de masse, le tourisme balnéaire et tout ça. Mais aujourd'hui, on va essayer de réfléchir sur un tourisme éducatif et culturel. Mais il est très important, pourquoi? Et ce n'est pas un tourisme de masse, parce qu'un tourisme de masse, qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez les chambres de l'hôtel. Hein? Tandis que la plage, elle est pour tout le monde. Tandis que ce tourisme-là, vous vendez les chambres dans l'hôtel et vous vendez aussi la prestation, hein, l'explication aux gens. Donc, notre conférence elle va s'articuler sur 3 axes. Les météorites du Maroc, je vais prendre mon temps pour parler de ces roches qui sont méconnues au Maroc. On va essayer de lire avec les cratères d'impact. Hein, les cratères d'impact, ce sont des structures qui sont liées aux météorites, on va voir tout à l'heure. Et on va terminer par le 3e axe, c'est l'observation du ciel. Tout court, observer le ciel et essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il continue comme information. Alors donc, on va commencer par les météorites. Les météorites, ce sont des objets de fascination, mais d'inquiétude aussi. On va voir tout à l'heure, lorsqu'on va parler des cratères d'impact, on va comprendre qu'ils sont aussi objets d'inquiétude. L'arabia, néazik. Les météorites néaziques. Et néaziques, on va parler un petit peu de l'historique de ces roches. Hein, je vais prendre mon temps pour parler de ces roches parce qu'elles sont méconnues d'abord, ici au Maroc, et par les gens qui travaillent dans le tourisme aussi, ils sont méconnus, donc c'est mieux de prendre un peu de temps pour expliquer ces roches. Alors, ces roches ont été considérées toujours comme message du ciel. Message du ciel, parce que la plus ancienne météorite qu'on a trouvée sur Terre, on l'a trouvée dans un sanctuaire japonais. Un sanctuaire, c'est un bon lieu, c'est un lieu de culte. Hein, lieu où les gens font leur religion. Et on a trouvé avec cette météorite un papier indiqué que c'est une chute. C'est une chute observée du 19 mai 1861. En 1449, en Alsace, en France, exactement au nord, une roche qui pèse 110 kg, elle est tombée, elle était observée, a été recueillie et elle était mise dans une église. Et elle est restée pendant des siècles. Hein, les gens qui viennent pour visiter cette roche. Les musulmans aussi, on a notre météorite, c'est la pierre noire. La pierre noire, nous sommes d'accord que c'est une météorite, et elle est venue de l'espace, c'est ça. Météore, c'est l'espace, c'est la roche. Donc météorite, c'est une roche qui vient de l'espace. Donc nous sommes tous d'accord que c'est une roche qui vient de l'espace, mais c'est une roche très exceptionnelle et n'est pas beaucoup étudiée. Donc, au début, ces roches ont été acceptées par les gens, hein, facilement, et ils ont considéré ces roches comme message du ciel. Alors, l'origine de ces roches. La majorité de ces roches, ils viennent des astéroïdes. Hein, il y a des astres et des astéroïdes. Les astéroïdes, ce sont des petites planètes, si vous voulez. Lorsque la taille atteint 10 km jusqu'à milliers de kilomètres, on les appelle des astéroïdes. Et une fois qu'elles dépassent les milliers de kilomètres, c'est un astre, c'est une planète. Donc, la grande quantité de ces roches, ils viennent des astéroïdes. Puis, une partie vient de la Lune, que
vous connaissez, notre satellite naturel, et peu de météorites viennent de la planète Mars. Planète Mars, donc la planète la plus proche de la Terre. Alors pourquoi nous parlons des météorites et pourquoi le Maroc? Et pourquoi le sud du Maroc? Alors, vous savez que dans le monde entier, il y a plein de musées. Des musées qui sont très très anciens, qui ont commencé depuis 1700, 1750, 1780, notamment British Museum en Londres, et Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, Muséum de New York, qui sont très anciens. Alors ces muséums-là, ils regroupent ces roches, ils collectent ces roches. Et dans toute la collection du monde entier, on a seulement 50 météorites martiennes. Dans le monde entier. Dans le monde entier, on a seulement 50 météorites martiennes sur Terre. Elles sont posées dans des musées internationaux. Et notez bien, dans ces 57 météorites, on a 24 météorites marocaines. 24 météorites marocaines, c'est-à-dire récoltées au Maroc, ou carrément ils portent un nom marocain. Et les météorites lunaires, les météorites qui viennent de la Lune, dans la collection mondiale, on a 75 météorites. 75, dont 36 météorites, ils viennent du Maroc. Soit vendus, soit trouvés, soit carrément, ils portent carrément un nom marocain. Et notre laboratoire a déclaré 7 météorites. Vous savez que lorsque une personne, un scientifique trouve une météorite, il faut que la déclare au Meteorological Society, c'est une association aux États-Unis qui étudie ces roches et qui le connecte et regroupe toutes les informations pour les chercheurs dans cette association. Alors, il y a deux types de météorites. Il y a des météorites qui ont été observées sur une chute. Donc, vous observez le soir une boule de feu qui est tombée, on l'appelle une chute. Et parfois, on a des météorites qui sont trouvées au hasard. Vous promenez dans le désert et vous trouvez une roche noire, vous faites les analyses, tiens, vous trouvez que c'est une météorite. On les appelle trouvailles. Donc, deux catégories, les chutes, ce sont été observées et on va les récupérer, et des trouvailles, ce sont des météorites trouvées au hasard dans le désert. On va voir tout à l'heure comment. Et les chutes sont plus importantes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas altérées. Les chutes ne sont pas altérées, donc sont très intéressantes pour l'observation, sont très belles, et en plus pour l'étude scientifique. Alors pour collecter les météorites, il faut le contraste. C'est pas facile de trouver une météorite dans un milieu sombre. Les premières météorites qui ont été récoltées en Antarctique. En Antarctique, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la glace, c'est le blanc. Tout le terrain, il est blanc. Et lorsque vous trouvez une roche noire, donc forcément, il est tombé de l'espace. Parce qu'il n'y a pas de roche là-bas. C'est rare. Et blanc, clair. Donc on peut l'observer de loin, même par avion. On peut observer une roche sur un sol blanc. Et c'est le premier qui a trouvé ces météorites en Antarctique. C'est un ingénieur japonais dans une expédition de chercher le pétrole. Ils ont récolté quelques roches noires, il a fait des analyses, il a trouvé que ce sont des roches extraterrestres. Alors, en 1999-2000, un groupe d'Italiens et des Français, ils ont trouvé des belles météorites dans Dal Rani, en Libye. Vous voyez, dans le désert d'Al Rani, le terrain il est blanc, même les roches tout autour, elles sont blanches. Ils ont constaté qu'il y a une roche noire comme ça toute seule. Ils l'ont pris, ils ont fait des analyses, ils ont trouvé que c'est une météorite. C'est une météorite. Donc ils ont compris que dans le désert chaud, on peut trouver aussi des météorites, sans casser la tête, d'aller dans le désert froid. Parce que le désert froid, il demande beaucoup de moyens, l'avion et tout ça, il fait très froid. Et dans le désert chaud, le sud du Maroc, c'est agréable, c'est bien, c'est moins coûteux. Donc, ils ont commencé à retourner vers le désert. Donc, notez bien qu'il y a, moi je considère comme des faux touristes. Des touristes qui viennent comme touristes, mais en réalité, ils viennent chercher ces roches. Ces roches, parce que maintenant, le Maroc est très connu par ses merveilles. Alors, dans ma dernière publication en météorites, c'est une magazine américaine qui s'occupe de météorites, j'ai fait une étude statistique des météorites. Ça, c'est les chutes.
les chutes au Maroc, et j'ai constaté que la majorité des chutes trouvées et déclarées en Meteorological Society, elles sont situées au l'est du Maroc. Hein. Et on a compris on a fait plusieurs visites là-bas, que les météorites maintenant sont très connus dans ce triangle, El-Rachidia, Ouarzazate, Mahamid. Alors dans ce triangle, les gens connaissent bien cette roche. Ailleurs, moins. Par exemple, à Agadir, on commence à savoir ces roches. Mais dans le Mahamid, Ouarzazate, Rachidia, surtout à Arfoud, là où je mets l'étoile, c'est très très connu. Ce sont des roches très connues, donc il y a un commerce qui a été développé et c'est une zone très connue. Donc ça, scientifiquement, par étude statistique, on a déduit que la majorité des chutes, plutôt des trouvailles au Maroc, elles sont situées dans cette zone-là. Alors donc on va revenir pour parler d'origine de ces roches. On va revenir sur notre univers. Vous savez que notre univers, elle est formé par des milliers, plutôt des milliards d'étoiles. Et ces étoiles, elles sont regroupées sous forme de galaxies. Hein, des galaxies. Notre galaxie à nous, où nous habitons, est appelée la Voie lactée. La Voie lactée, pourquoi Acéphitène? Parce que c'est les milliards d'étoiles qui sont regroupées, et ils donnent l'impression que c'est une rivière de lait. Hein? Rivière de lait. Donc on a même en français la Voie lactée, c'est-à-dire une rivière de lait. Et elle est très grande, des milliards et des milliards d'étoiles. Pour aller d'un bout à l'autre, il faut 100 années-lumière. On n'utilise plus le kilomètre. On utilise années-lumière. Vous savez, la lumière a une vitesse très très grande. Alors, il faut que cette vitesse parcourt une distance pendant des années. Alors, il faut pour parcourir du bout jusqu'au bout, il faut 100 ans que la lumière court pendant 100 années. Donc, ce sont des systèmes très très grands. Et en plus, on a des milliards comme ces systèmes. Dans le ciel, dans l'univers, on a des milliards de galaxies comme ça. Donc, l'univers, elle est très très grande. Et nous habitons dans un point, là où il y a la flèche, il y a un point lumineux, c'est le soleil. C'est l'étoile à nous. L'étoile, lorsqu'on dit soleil avec grande S, c'est l'étoile, hein, n'importe quelle étoile. Soleil avec petite S, c'est l'étoile de notre système solaire. On va augmenter l'observation et on va regarder qu'au centre, on a notre étoile, le soleil, entouré par 4 planètes telluriques, rocheuses, et après 4 planètes géantes gazeuses. Et entre ces deux groupes, on a une ceinture d'astéroïdes. On a des petites planètes, hein, des planétoïdes, des milliers. On a compté plus de 300 000, astéroïdes. On appelle ça une ceinture d'astéroïdes. Elle est située entre Mars et Jupiter. Et dans cette ceinture d'astéroïdes, on explique que c'est une planète ratée. C'est une planète qui n'a pas pu se regrouper par accrétion, par l'attraction du Jupiter. Vous avez Jupiter à côté, il n'a pas laissé cette planète regroupée, devenir une planète propre, et elle est restée comme ça sous forme de fragments. Et on a plein de fragments, on connaît beaucoup maintenant, même la semaine ou de maintenant 15 jours, les Européens ils ont envoyé une sonde, hein, Rosetta, aller vers une comète. Une comète, la différence entre astéroïde et comète, c'est que l'astéroïde, c'est un bloc de roche, 100% roche ferme, tandis que la comète, c'est de la glace, avec des roches. Ils viennent de loin, donc loin du soleil, il fait froid, on a beaucoup de glace, regroupée avec des roches, ça c'est une comète. Donc les Européens, station européenne, ils ont envoyé une sonde pour étudier cette comète. Alors, donc, on connaît plusieurs, Eros, Mathilde, Gaspard, Aïda, il y en a des milliers. Alors, comme on a dit, ce sont des roches qui ont des milliers de kilomètres et qui sont situées sur le même orbite. Elles occupent le même orbite entre Jupiter et Mars. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont entrer en collision. Ça, c'est normal, parce qu'ils sont très nombreux dans le même chemin. Alors, ils vont entrer en collision et on a des fragments qui vont être libérés. Ces fragments, il y a deux façons. Soit le fragment, il va venir directement
vers la Terre. Et à ce moment, on a une météorite astéroïdale. Donc c'est une météorite qui vient d'astéroïdes, notamment les chondrites, aussi sont très importantes. Soit ce morceau de roche, il va jouer le rôle d'un impacteur et il va heurter soit Mars, soit la Lune, et il va arracher un morceau qui va aller vers la Terre, et comme ça, on va avoir une météorite martienne ou lunaire. Ça, c'est très important. Ils sont moins nombreux, pourquoi? Parce qu'il faut double jeu. Première, les météorites astéroïdales, ils viennent directement vers la Terre. Tandis que pour Mars et la Lune, il faut qu'il y ait le double jeu, il faut qu'il y ait un impacteur, il va arracher, pour arracher un morceau et se libérer de la planète, parce qu'il y a l'attraction, il faut une force très très importante. D'où on a plein de trous, parce que vous regardez la Lune, plein de trous. Ça, ce n'est pas des cratères volcaniques, ce sont des cratères d'impact. C'est-à-dire qu'il y a l'impact, et tout ce matériau a été éjecté dans l'espace. Et nous, qu'est-ce qu'on va voir le soir? Le soir, chez nous, surtout en campagne, on ne peut pas le voir parce qu'il y a une grande pollution lumineuse dans le Sahara et dans les villes, plutôt les villages et loin d'Agadir. On peut observer le soir soit une étoile filante, donc c'est un petit morceau de roche, ou carrément un bolide, un ballon de feu, une balle de feu qui va venir vers la Terre. Et lorsque on a un bolide, c'est très dangereux. Et tandis que les étoiles filantes, elles ramènent des échantillons pour les scientifiques pour étudier qu'est-ce qu'il y a dans notre système. Donc, c'est ça ce qu'on va voir le soir. Et qui va trouver les météorites? Ce n'est pas les scientifiques au bureau. Ce n'est pas les commerçants qui ont installé à la ville. C'est les nomades. Les nomades et les bergers. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps au désert. Et en plus, ils n'ont pas on peut dire ça, qu'ils n'ont pas de télévision, qu'ils n'ont pas d'ordinateur. Nous, tout le temps, nous sommes devant notre ordinateur au poste télévision. Donc on ne regarde pas le ciel. Tandis que dans le désert, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent le ciel le soir. Ils n'ont pas d'électricité, surtout les nomades. Et ils regardent les étoiles. De temps en temps, ils observent un objet lumineux qui est tombé. Ils vont le chercher, ils vont le trouver, ils vont nous contacter. Alors, une fois nous sommes contactés, on va aller regarder avec eux sur place. Et si c'était une météorite, on va faire une campagne scientifique. On va se déplacer comme des scientifiques. Et on va essayer d'étudier cette roche, de trouver le maximum et étudier cette roche, les conditions de chute et faire la carte de répartition et tout ça. Donc c'est ça c'est côté scientifique, pour publier des articles. Alors le dernier article en météorite, j'ai mis aussi une étude statistique ou une carte de répartition de toutes les chutes au Maroc. Voilà les météorites pendant, depuis 1980, voilà les chutes qu'on a. Les 10 météorites qui ont été observées et récupérées. Mais il y a des météorites là où vous avez des étoiles filantes. Ce sont des météorites qui sont des météores. Parce que lorsqu'on est dans l'espace, on les appelle météores. On l'appelle météorite lorsqu'ils tombent sur le sol terrestre. Alors ces météores-là ont été observés, mais ils ont cherché et n'ont pas trouvé. Donc on a déclaré qu'il y a un passage d'un météore dans le ciel du Maroc. Je vais parler de quelques météorites intéressantes au Maroc. Comme ça, vous savez qu'elles sont très importantes. Où le Maroc, il est bien placé dans ce domaine. Alors, la plus ancienne, c'est appelée Douar Mrila. Donc, chaque scientifique qui trouve une roche, une météorite, il peut donner le nom à cette météorite. Il porte des noms. Et la majorité, on donne le nom de Douar ou du village, de la ville à côté. Comme ça, ce sera plus facile. Lorsque je dis Douar Mrila, je sais c'est à côté de Bnimlen. Et comme ça sera facile aussi pour la communication. Et les météorites intéressantes, on donne aussi un nom scientifique. On va voir tout à l'heure. Alors, Douar Mrila a été observé par un capitaine d'archives, c'est au moment de la colonisation française. C'est un capitaine français qui a trouvé cette météorite. Et il a été chuté à 4 km de Bnimla, Douar Mrila.
Et les gens ont entendu ce bruit d'explosion dans un périmètre de 10 km. 10 km, les gens ont entendu une grande explosion. Donc pour moi, c'est la première roche récoltée au Maroc. La plus belle, lorsque je dis la plus belle dans le monde, c'est pas au Maroc. La plus belle, appelée Black Beauty, c'est une Nord-Ouest Africa 7533. C'est le nom scientifique. Nord-Ouest Africa 7533. C'est une trouvaille 2011 à Bir Hazaran. Hein, les gens de Bir Hazaran, ils ont trouvé cette roche, ils ont donné surtout aux Américains, ils ont fait des analyses. Ils ne savent pas qu'on a un laboratoire d'analyse ici. Et pourquoi Black Beauty? Et c'est une roche martienne toute noire. Elle est très importante pour deux choses. On a trouvé qu'elle est plus riche qu'on considérait en eau. On a une quantité. Les scientifiques ils disent que sur planète Mars, il y a une quantité d'eau. Mais dans cette roche, il a changé un petit peu les idées. On a trouvé que les roches martiennes elles contiennent plus d'eau que possible, si vous voulez. Et en plus, l'âge, elle est très ancienne. Pour une planète, on ne peut pas trouver des roches très très anciennes. Et celle-là, elle est très très ancienne. L'unique dans le monde, c'est une roche marocaine. Elle était partie de la région de Smara, nord-ouest africain, 73-25. Elle a été récoltée en 2012. Pourquoi l'unique? Une seule météorite comme ça. Parce qu'il vient de Mercure. Tout à l'heure, lorsqu'on a parlé des météorites, ils viennent soit des astéroïdes, soit la Lune, soit Mars. Mais en 2012, les analyses ont été faites en 2013, on a compris aussi qu'il y a des météorites qui viennent de Mercure. Et vous savez, Mercure, c'est la première planète du système solaire. On a le Soleil, puis Mercure, c'est juste à côté. Il fait très très chaud. L'homme, il ne peut pas aller là-bas. Tellement chaud que l'homme, il ne peut pas les matériaux qu'on va ramener avec nous, il ne supporte pas cette température. Donc moi je considère, c'est quelques grammes, c'est 700 grammes, cadeau de Dieu. Puisque l'homme, il ne peut jamais aller sur Mercure, on ne sait jamais, d'ici des millions d'années, je ne sais pas. Mais actuellement, avec notre physique, notre matériau, on ne peut pas aller sur Mercure. Et on a un morceau de Mercure qui est tombé au Maroc. Il était parti ailleurs. Alors, donc c'est une météorite très 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 intéressante, il n'a pas de prix. Pour moi, il n'a pas de prix. Alors maintenant, actuellement, il est exposé au Muséum d'Histoire naturelle aux États-Unis. Hein. La météorite légendaire, météorite marocaine légendaire, c'est une météorite linéaire, nord-ouest africain, c'est un île. En juillet 2007, ils ont trouvé une météorite sud du Maroc. Même, on ne connaît pas exactement où a été récoltée. Tellement a été récoltée, par un, je ne sais pas moi, fort probable par un nomade ou un marchand, et a été vendue. Et n'a pas déclaré même le nom de la ville ou du village à côté. Donc, on sait que nord-ouest africain, c'est un île sud du Maroc. Alors, c'est une météorite lunaire, mais elle est exceptionnelle. Vous savez que les Américains sont partis sur la Lune, depuis Apollo 11 jusqu'à Apollo 19. Ils ont ramené 300 kg des roches. Ce sont des roches très très chères. Pour aller sur Mars et ramener des roches, c'est très très cher. Alors, ils n'ont pas ramené une roche comme dans cette taille de 15 kg. Donc, cette roche marocaine, c'est la plus grande roche lunaire dans la collection de NASA. 15 kg. Et en plus, il représente une région inexploitée. Parce qu'on a dit que les Américains et les Russes sont partis sur la Lune. Mais Dieu veut, donc c'est un cadeau aussi, que cette roche-là, elle est venue d'une zone n'est pas visitée par l'homme. Donc, c'est comme à une valeur réelle de cette roche, c'est aller-retour la Lune. Ça, la valeur réelle. Puis la plus précieuse pour moi, pour notre université, c'est nous qu'on a trouvé cette météorite, on l'a appelée Auxerre. C'est une chute, 20 mai 2012 à environ de 22h45 dans la région d'Auxerre, Dakhla. Alors les soldats, on a un petit réseau, et des gens qui s'intéressent aux météorites, ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, il y a une roche qui a explosé dans la région d'Auxerre. Avec plusieurs va-et-vient, on a trouvé des petits blocs,
Et on a récupéré, notre université a récupéré ce petit morceau noir. Il est très important. Pourquoi? Parce qu'après les analyses, on a constaté que c'est une météorite carbonée. Il contient le carbone. Pour deux choses intéressantes. Un, le carbone, c'est l'origine de la vie. Nous sommes sûrs. Pourquoi les Européens ils ont envoyé Rosetta pour analyser la comète et voir s'il y a des molécules organiques. Parce que maintenant, actuellement, nous pensons que la vie a venu de l'extérieur. Hein? Même sur Mars, il y a la vie, et sur la Terre, il y a aussi des molécules sur les météorites. Alors donc, on peut trouver dans ces roches des molécules organiques. Parce que l'origine de la vie, l'étape la plus importante, c'est transformation de la matière minérale vers la matière organique. Et ça qui va expliquer. Parce que ce sont riches en matière organique et il subit des chocs colossaux. Des milliards et des milliards de pascal, des gigapascales. Avec cette énergie, la matière minérale peut se transformer. Donc, et en plus, le carbone, si vous exercez une pression sur le carbone, il va se transformer en diamant. Ces météorites, on peut trouver des micro-diamants dans ces météorites carbonées. Alors, micro-diamant, c'est un diamant, c'est pas comme celui des kémérites, des roches volcaniques qu'on trouve au sud d'Afrique ou en Inde. Non, c'est un diamant qui vient de l'espace, qui a l'âge de l'espace, du système solaire, 4 milliards 600 millions d'années, qui est formé à très haute énergie, parce que là-bas, c'est beaucoup d'énergie. C'est pas comme ça ici. Les collisions, ils libèrent beaucoup d'énergie. Donc, elles sont très très intéressantes pour les collectionneurs et aussi pour les scientifiques. Nous, on a bâti cette météorite obsolète, on a des gens qui veulent visiter d'ailleurs, on va voir comment on peut travailler ensemble pour faire drainer les gens, pour regarder ces roches et regarder aussi les cratères d'impact et le ciel. Il y a plein des journaux et des magazines qui parlent de ces météorites. J'ai collectionné quelques articles en espagnol qui ont parlé de cette météorite obsolète. Ils ont dit que les scientifiques marocains, ils ont trouvé des diamants, ils ont trouvé des matières organiques. C'est une météorite très intéressante. Moi, j'ai choisi quelques-uns, mais toutes les langues. Hein, vous trouvez, une fois on a une météorite, ça y est, plein de journaux qui écrivent que l'université de Nosol, il a une météorite, voilà, les conditions de formation et tout ça. Ce sont des formations intéressantes. La plus chère météorite du monde est une marocaine. Elle est tombée dans la région de Tata. On l'appelait Tissint. Hein? Tissint parce qu'il y a une région côté Tata qui s'appelle Tissint, donc on a donné le nom Tissint. C'est un dimanche, 18 juillet 2011, à 2h du matin. Une grande explosion, et les gens ont été réveillés, surtout les nomades, et ils ont vu qu'il y a une lumière importante, une grande explosion. Ils ont cherché pendant 6 mois, et on a trouvé début du mois de janvier 2012, ils ont trouvé le premier échantillon. On a fait j'étais sur place, hein, c'était une zone militaire. Donc, nous étions invités par les militaires et on a récolté le premier échantillon, était récolté par notre université. C'est le petit bout là à côté du Diran. C'est notre bout de l'université. C'est le premier échantillon, plutôt. Parmi les premiers échantillons trouvés. Et on a étudié cette roche et on a trouvé que c'est un morceau de volcan de Mars. Il vient de Mars. Très intéressante. Et le prix sur place, c'est 10 000 dirhams le gramme. Hein? 10 000 dirhams, 1 million de centimes le gramme au désert. Hein? Alors, voilà, l'équipe, hein, on a fait carrément une tente dans le désert et c'est les nomades qui trouvent, hein, c'est pas nous. Lorsque les nomades, parce que le problème c'est de trouver le premier échantillon. Hein? On dit, une fois on trouve le premier échantillon, c'est bon, donc on sait elle est où. Et à ce moment-là, on adresse des tentes et on cherche. Alors, pour vous donner une petite idée sur cette météorite, une masse de 1 kg, il se trouve actuellement au musée d'histoire naturelle de Londres, au British Museum. Ils l'ont acheté par 16 milliards. 1 kg de Tissant a été vendu au British Museum par 16 milliards.
Et nous, j'ai fait un article là-dessus, d'ailleurs j'ai fait plusieurs articles, c'est autour de 17 kg qui a été récolté. 17 kg. Je suis sûr qu'il y en a encore de morceaux parce que le terrain, c'est difficile. Hein. Les montagnes, tout ça, c'est pas facile. Surtout lorsqu'il pleut, tout devient noir et tout ça peut être dérobé. Alors, donc, c'est très cher comme météorite. On n'a pas conservé comment dirais-je, quelques tisselles. Oui, on a au Maroc, si on a un petit morceau hein, pour le musée, et la majorité a été vendue à l'extérieur, ça c'est sûr. Donc j'ai suivi cette météorite. Hein. J'ai écrit beaucoup d'articles, plusieurs langues, notamment sur l'astronomie de France et martien tombé au Maroc, et les météorites, c'est une revue scientifique dédiée aux météorites. Il parle que des météorites dans le monde. Donc on a parlé de cette météorite, on a parlé que le Maroc est connu maintenant par les météorites. Il y a plein de gens qui viennent pour regarder ces météorites. D'ailleurs, 2 articles scientifiques, 2012-2013, on a carrément dressé la répartition géographique de cette roche dans le sol de Tissite. La majorité des articles, hein, plusieurs. Moi j'ai choisi plusieurs articles en arabe, mais vous pouvez trouver plein d'articles de toutes les langues. Et on a essayé de vulgariser ces roches. C'est notre but, comme universitaire, faire la recherche scientifique, très bien, et vulgariser, aider les gens à comprendre et dire aux gens qu'on a ce patrimoine céleste, nous sommes connus par ce céleste. Donc je pars soit dans les radios, soit dans la télévision, soit marocaine, soit ailleurs, je discute tout le temps pour ces roches, pour vulgariser ces roches. J'ai écrit le premier livre sur les météorites, premier livre au Maroc, les météorites du Maroc, hein, ça se vend en Europe. D'ailleurs, c'est une maison d'édition européenne, française, qui a édité ce livre sur les météorites du Maroc. J'ai fait le premier film documentaire avec la chaîne Arte, hein, c'est une chaîne franco-allemande, et j'explique dans ce film, il est passé sur Antenne 2, il est passé sur TV5, il est passé sur plusieurs chaînes. D'ailleurs, il est sur YouTube. J'expliquais qu'au Maroc, on a des météorites. Mais qui trouve les météorites? Ce sont les nomades. Les gens qui habitent le désert. C'est eux qui trouvent les météorites. Et nous, on fait l'étude de ces météorites et on les vulgarise. On a une collection. Je peux dire, ici au Maroc, peut-être que la seule collection officielle, une collection universitaire, c'est-à-dire de l'État, c'est celle-là. On a presque toutes les météorites du Maroc. D'ailleurs, moi je suis venu aujourd'hui pour discuter avec les gens du tourisme, comment valoriser ces météorites. Et on a une collection très belle et presque complète, parce que toutes les météorites du Maroc, presque en a, et la seule, et elle est à Agadir, dans notre région ici. Alors, donc, on va réfléchir, donc on va essayer de faire un musée, on va discuter tout à l'heure. Alors, puisqu'on a ces roches, je tourne avec ces roches. Je fais des expositions temporaires dans le désert, à l'Europe, en Italie. Je ramène quelques morceaux pour montrer aux gens avec qui je travaille et au public qu'on a des météorites aussi au Maroc, très connus. Et dans les hôtels, la photo là, c'est un hôtel qui m'a demandé, et j'ai fait une animation en astronomie, et ils ont regardé les météorites, toucher et connaître les météorites. Les météorites, il y a plein d'astrotourisme dans d'autres pays. Alors, notre but, c'est comment on va développer ces disciplines ici au Maroc, notamment dans notre région. Parce que vous le savez maintenant, on va commencer le Maroc, il va se répartir en régions. Et chaque région, il va réfléchir comment développer son économie. Nous, on ne va pas toujours penser à la plage, au soleil. Parce qu'un touriste, il vient 2-3 fois à la plage, il ne va pas revenir. Donc il faut réfléchir, il faut donner des scènes, il faut donner des bons flashs pour qu'ils reviennent. Je vais faire la plage et je vais visiter le soir ou je vais faire ça avec. Comme ça, on aura un circuit permanent.
Alors, l'année dernière, j'étais à Poznań, en Pologne, et nous sommes un grand groupe. Hein, voilà, le groupe. Là, il y a une partie touristique. Ils vont nous ramener faire le tourisme. Ils nous ont ramenés vers le musée de Poznań pour regarder les météorites du Maroc. Pardon, les météorites de Poznań. Alors ça, pour eux, aller au Poznań, parmi les choses, les meilleures choses qu'ils ont, c'est aller visiter les roches qui tombent du ciel de Poznań. Et pourquoi pas chez nous? Hein? Nous, j'ai essayé de faire ça. Parce que nous, on a aussi des masters. Je travaille avec les gens, les scientifiques, hein, sur le tourisme. On a des masters sur le sujet tourisme. Et on a ramené une équipe des Italiens et des Français. Et on a fait une simulation. Ils sont venus comme touristes. Ce sont des scientifiques, mais ils sont venus au Maroc comme touristes. Et on est allé vers Emilchi. Parce qu'on a trouvé des météorites d'Emilchi. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Et on a fait une simulation. Ils ont ramené leur détecteur. On a, pendant toute la journée, visité les lieux et cherché les météorites. Ils ont passé une agréable journée. Nous sommes en train, avec notre université, avec le président de l'université, nous sommes en train de monter un musée. Et il sera le premier musée au Maroc. Même, il sera le premier musée en Afrique et dans le monde arabe. En Afrique et dans le monde arabe, il n'y a pas un musée dédié aux météorites. Faites attention. Il y a des musées de géologie, des minéraux, des roches et tout ça, on a. On a Marrakech, on a Casablanca, et partout, peut-être en Afrique du Sud. Hein. Mais un musée dédié seulement aux météorites, vous venez montrer, vous étudiez que les météorites, que les roches tombent du ciel. Ça, c'est la première ici dans notre région. Alors réfléchissez. Ça, si vous êtes intéressé, on peut ce musée, il est public, c'est vrai, il est dans les locaux universitaires, mais c'est un musée public, ou semi-public si vous voulez. Donc les gens, ils peuvent visiter, merci, ils peuvent visiter le musée, et on va voir comment tourner avec les gens du tourisme, comment tourner ce musée. Donc peut-être au début de 2015, fin janvier, il sera monté, sera prêt. Deuxième partie, c'est les cratères d'impact. Alors, les cratères d'impact, lorsqu'une météorite de petite taille tombe, on dit que c'est un cadeau de Dieu. Ah, elle vient de Mercure, petite taille, 700 grammes, il ne va pas faire du mal. S'il tue quelqu'un, c'est pas grave. Hein. En général, ils n'ont jamais tué une personne, sauf en Antiquité, ils font des catastrophes. Hein. Ils tuent des animaux, oui. En Venezuela, ils ont tué une vache, un chien en Égypte. Comme ça. Alors, je le considère comme cadeau de Dieu. Mais, une fois la taille devient grande, elle devient métrique, c'est catastrophique. Elle va laisser des cicatrices. On les appelle des astroblèmes. Astro, c'est l'espace. Blême, blessure. Ce sont des blessures de l'espace. Alors, ils viennent, hein, et ces blessures d'espace, ce sont des lieux de tourisme aussi. Là, c'est météore-cratère. Météore-cratère, c'est un cratère d'impact. C'est-à-dire une météorite qui a heurté l'Arizona et il a creusé ce cratère. Il est devenu un lieu d'attraction de touristes. Ils ont construit carrément le musée, c'est 2 km qu'il fait. Le cratère, c'est 2 km. C'est la même photo, hein, aérienne et dans le sol. Alors, ils ont carrément construit un musée à côté, d'attraction. Si vous voulez faire une promenade en avion, des escalades, des milliers et des milliers de touristes viennent visiter Météore-Cratère en Arizona. Il est devenu un lieu d'attraction du touriste. Alors nous aussi, deux ans auparavant, on a trouvé 2 cratères au Maroc. D'ailleurs, le premier cratère au Maroc, cratère d'impact, c'est Islit. Les gens qui connaissent bien la région des Michil, hein, dans les Michil, il y a 2 lacs, Islit et Tislit. Alors, notre laboratoire, on a compris que ces 2 lacs, ce sont des cratères d'impact. L'histoire, c'est que 2 ans ou 1 an et demi auparavant,
quelqu'un qui est venu dans mon laboratoire, il m'a ramené un morceau de fer. On a fait les analyses, on a trouvé que c'était une météorite. Il m'a dit que j'ai trouvé ça à Emichi. On est déplacé à Emichi et on a trouvé que plein de gens trouvent des météorites de fer. On a fait une enquête, même lorsque j'étais en Pologne, au musée, j'ai trouvé une météorite là, avec la dame là, une météorite d'Emilchine, là-bas, en Poznań. Et il y a plein de gens ici qui me connaissent, mais ils ne sont pas au courant qu'on a des roches extraterrestres qui sont très très chères à Emilchine. Alors, on a fait notre enquête et on a compris que 35 000 ans, il y a une grande météorite qui est entrée dans le ciel d'Emilchine et elle est fragmentée en deux morceaux. Le premier fragment mesure 75 mètres, elle a donné le cratère d'impact de Isly, presque 1,5 km. Et le petit morceau de 50 mètres, il a donné un cratère d'impact de 1 km, c'est Isly. Et lorsqu'on a fait des études, c'est facile, hein? On a compris que juste pour le grand cratère, parce qu'on a un diagramme, une ABAC, qui explique qu'en fonction du diamètre, je peux avoir l'énergie. Avec un article scientifique, on a publié que pour former ce cratère-là, il faut 1,7 million de tonnes de fer qui étaient tombées. 1 million de tonnes de fer. Et 50 bombes Hiroshima. L'énergie pour former ce trou-là, il demande 50 bombes Hiroshima qui vont exploser en même temps. Donc c'est beaucoup d'énergie. Donc pour le tourisme, nous, on va vendre ça, ces informations. Ils viennent regarder le lac, ils passent la journée, on va les expliquer, voilà comment a été formée l'énergie, la météorite qui a fait ce cratère. Et on a constaté aussi, j'avais un étudiant avec les Italiens qui travaille sur l'industrie lithique. L'industrie lithique, c'est nos parents, nos ancêtres, avant de trouver le fer, ils ont taillé les roches, ils ont utilisé les roches comme outil. On appelle ça l'industrie lithique. Et un étudiant, dans une thèse, hein, en collaboration avec notre université, dans mon laboratoire, et avec l'université de Ferrara, ils ont toujours un vide. Autour de 35 000 ans, 40 000 ans, cette industrie lithique disparaît. C'est-à-dire que l'homme a été disparu à un moment donné. Et lorsqu'on a trouvé ces cratères, donc on a pu expliquer, peut-être, qu'elle est due à la grande explosion. C'est presque 85 bombes Hiroshima. 50 bombes Hiroshima pour le grand cratère et 35 pour le petit, autour de 85 qui étaient explosés en même temps. Sûrement, il va laisser des traces, des séquelles, et va disparaître carrément, hein, une industrie tout autour de Emilchine. Mais ça reste à vérifier encore. Nous travaillons encore, on a placé un étudiant, doctorant, pour trouver plus d'indices. Et vous savez qu'on a des masters de tourisme. L'année dernière, j'ai pris un étudiant pour valoriser ces lacs et étudier des circuits. Comment un touriste va venir et va faire le circuit tout autour de ces lacs. Et voilà les cartes qu'il a trouvées. On peut réaliser deux circuits. Un petit circuit d'une journée, hein, ce sont des randonnées, vont visiter les deux lacs et les roches qui ont subi l'impact, parce qu'il y a la météorite qui est chère, et aussi la roche, on la appelle l'impactite, la roche terrestre qui a subi l'impact. Aussi, elle est intéressante. Donc pour ce genre de tourisme, ils vont venir voir les lacs, c'est-à-dire les cratères, les roches impactées et les météorites. Et il y a un grand circuit qui va aller jusqu'à Agudan pour voir un troisième cratère et voir d'autres choses. Lorsque j'étais en Pologne, la deuxième journée du tourisme, ils nous ont ramené un cratère d'impact de Poznań. Alors, il y a un maître qui nous explique avant, hein, le monsieur là, le barbu, il va vous expliquer qu'est-ce qu'on va regarder. C'est très étonnant. Il vous donne toutes les informations comme vous y étiez. La météorite, la vitesse, l'énergie,
les traces, est-ce qu'il a laissé des séquelles, est-ce qu'ils ont trouvé des cadavres, des animaux, et voilà. Et après, lorsque c'est une fabrication, il va nous ramener, parce que voir un lac. Un lac, c'est un cratère d'impact. Mais là, c'est un lac. Mais l'histoire à raconter, c'est ça le plus intéressant. C'est ça ce qu'on va vendre aux touristes. C'est un tourisme culturel. Il va venir, regarder et ramener des choses avec lui. Et pourquoi pas chez nous? Nous aussi, on a des cratères d'impact. On a essayé par le même groupe, une autre fois, groupe italien, et on a allé visiter pendant 2 jours les lacs, les cratères de Emishi. C'était magnifique. Ils vont revenir. Hein? Plein de demandes, mais moi je ne peux pas faire ça. Moi, je suis scientifique, j'ai un laboratoire, j'ai des étudiants, donc je peux former. Hein, je peux former les gens, et eux, ils vont faire ce travail. C'est facile. C'est facile, c'est un petit livre à apprendre par cœur, hein, et à citer aux gens. Et par l'habitude, vous touchez, par l'habitude, ça y est, vous devenez professionnel. Et très important, pourquoi? Parce qu'une seule personne, dans votre hôtel, un hôtel de 5 étoiles, un grand hôtel, une seule personne qui va travailler seulement la nuit pour animer le ciel, et va sortir de temps en temps avec des groupes pour faire simulation des météorites, ou visiter le musée, ou aller voir les cratères d'impact. Une seule personne, elle est capable de faire tout ça. Donc ça ne demande pas beaucoup d'argent, d'investissement. Une formation, parce que c'est la nature, alors une personne bien formée, il va faire l'affaire. Troisième axe, c'est l'observation du ciel. On a parlé des météorites, on a parlé des cratères d'impact, et la troisième partie, c'est un tourisme pendant le soir. L'animation, c'est vrai, la musique, il danse, mais pas tout le temps. Hein, il va nous prendre pour des cons. C'est une culture. Vous insérez dans votre programme culture. On a des gens qui savent des choses. Alors, on ramène les gens et on va leur expliquer qu'est-ce qui se passe dans le ciel. On a un beau ciel. Chez eux, moi j'ai étudié en Europe, ils n'ont pas un beau ciel. 2 choses. Tout le temps fait gris, et en plus la pollution. La pollution, vous n'allez pas regarder des belles étoiles. Les belles étoiles, on va les regarder au désert. Ici, à côté d'Agadir. À 20 km d'Agadir, vous sortez de 20 à 15 km d'Agadir, vous aurez le ciel noir-bleu. Les étoiles très éclatantes. Donc, par un pointeur laser. Pas un pointeur laser, c'est 600 dirhams. Je peux expliquer pendant 2-3 heures, expliquer tout ce qui se passe dans le ciel. Et c'est une belle chose. Des histoires à raconter, des constellations, des mots arabes, des étoiles qui portent des noms arabes, Qaïd, Dubaï, Merak, et les histoires anciennes. Hein? Et on peut aussi trouver le Nord, des choses comme ça, plein de choses dans l'astronomie. On va leur expliquer. Si vous êtes perdu dans le désert, dans une mer ou dans une forêt, vous n'avez pas la boussole, comment vous allez sortir? Hein? Vous n'avez pas la boussole. Il est où le Nord? On peut trouver facilement par l'étoile polaire. Très, très facile. Donc, même pour les élèves, on peut montrer ça, et ça y est, une fois pour toutes. Une fois, la nuit, où est le Nord, je peux le trouver facilement, avec les constellations. Et d'autres choses, plein de choses, hein, dans l'astronomie. Donc l'astronomie, c'est une science très noble. Hein, je ne vais pas faire la promotion à l'astronomie. Avec une paire de jumelles, on peut regarder les regroupements des étoiles, comme les Pléiades, hein, Thureia, des belles étoiles. Et il y a des histoires anciennes. Par exemple, pour les Pléiades, pour donner un exemple, les Pléiades là-bas, là, ça c'est avec les jumelles. Mais avec l'œil nu, vous pouvez regarder comme ça. Hein, là, au bout de flèche. Alors, les anciens, ils n'ont pas d'ophtalmo, ils n'ont pas des docteurs, des opticiens des ophtalmo. Ils demandent à leurs enfants, comptez le nombre d'étoiles aux Pléiades. S'ils comptent 3, 4, 5, donc ils ont un problème de vision. S'ils comptent 9,
ou 10, donc ils ont une bonne acuité visuelle, sans les anciennes. Donc on a plein des étoiles, comme ça expliqué. On peut regarder la Lune avec les cratères d'impact. Ce n'est pas les cratères volcaniques. Lorsque j'étais étudiant, moi, ils m'ont dit que ce sont des cratères volcaniques. Mais après, avec l'évolution des sciences, on a compris que ce ne sont pas des cratères volcaniques. Il y a des mares. Ce qui est noir, très grand, ça c'est roches volcaniques, des mares de roches volcaniques. Tandis que les cercles, là, les petits cercles, les cratères, ce sont les cratères d'impact. Hein. Donc il y aura du tourisme vers la Lune. Elles vont aller regarder quoi sur la Lune? Il n'y a que des cratères d'impact et des mares. Mais c'est culturel. Les gens vont aller voir ça avec l'œil, leurs yeux. Si vous avez de l'argent, vous pouvez investir sur les télescopes, carrément. Télescope, c'est pas cher. Hein? 20, 25 millions jusqu'à 40 000 dirhams, 50 000 dirhams, un bon télescope. On peut voir des choses merveilleuses. Le ciel profond. Avec le pointeur laser, on va regarder le ciel hein, à l'œil nu. Mais avec ce matériel, on va voir des choses invisibles à l'œil nu. Et des belles choses. Hein? Vous pouvez leur expliquer pendant toute la nuit. On La Palma. Avant, en 2012, j'étais à La Palma aussi. Là, le tourisme, c'est aller voir l'astronomie. Ils nous ont fait visiter, eux, ils ont beaucoup investi. À La Palma, aux îles Canaries, ils ont beaucoup investi sur l'astronomie. Ils ont maintenant le plus grand observatoire du monde. Plutôt, le plus grand télescope du monde. C'est à La Palma. Et ils ont beaucoup investi. Nous, on ne va pas beaucoup investir. On va essayer de, par groupe, sur les terrasses hein, des hôtels, qui sont loin un petit peu d'Agadir, de faire cette animation. Le seul hôtel au Maroc qui travaille l'astronomie, c'est M. Corinne, c'est Sahara Sky. C'est à côté des Tinfo. Voilà, à côté du Tinfo. Il y a un monsieur que je connais très bien, d'ailleurs j'ai acheté des télescopes chez lui, et il a aménagé toute la terrasse, il a plein de télescopes, mais des télescopes professionnels. Lui, pour lui, ça marche très très bien. Lorsque quelqu'un chez moi, quand on va aller visiter Corée, il m'a dit il faut prendre le rendez-vous, il faut réserver, parce que plein. Pour lui, il a visé les professionnels du tourisme. Il y a plein des Américains, les gens qui écrivent, les gens qui chassent les photos, ils viennent chez lui, ils payent la nuit, la nourriture, et ils payent l'astronomie. C'est ça la différence. Ici à Agadir, ils payent seulement la nuit, la nourriture. Et ils sortent balader. Là, ils n'ont rien à faire, ils vont revisiter les dunes du Tinfo. Mais après, le soir, ils sont obligés de payer l'observation. C'est cher, l'observation. C'est cher pour les professionnels, c'est cher pour avoir des photos professionnelles, alors ça demande de l'argent. Nous, on a commencé à faire ça ici à Agadir, notamment à Atlas Asma, notre ami Hassan, 5 km d'Agadir, et il y a des groupes. À un moment donné, ils ont ramené un groupe de 110 personnes dans le centre de Paris.